Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui on va parler gros billets, on va parler d'énormément de lots, on va parler de milliardaires qui ont leur propre banque, de rouler en Porsche quand on est salarié et encore bien d'autres aventures comme partir en Thaïlande pour s'expatrier et prendre cette décision en seulement une dizaine de jours. Voilà, on a comme invité David Combe, il a plein de choses à nous raconter. Pour tous les nouveaux auditeurs, bienvenue à vous sur ce podcast. Je m'appelle Thibaut, aka Bye Bye Patron, et je suis notamment investisseur immobilier depuis 2011, boursier depuis 2014, crypto depuis 2017, et dans ce podcast, voilà, on traite de tout ce qui entoure le sujet du Bye Bye Patron. Investissement en tout genre, entrepreneuriat, un peu de sport, du voyage. Le but, c'est bien sûr de vivre sa meilleure vie et d'avoir les moyens de ses envies. Moi, j'ai 2 objectifs principaux chaque année, acheter 5 biens et voyager dans 10 pays. Alors là où j'en suis, on est en octobre là. J'ai fait un peu le point. Les 5 biens, ça va se faire. J'ai déjà les 5 financements. Enfin, j'en ai acheté déjà 4. J'ai le financement du 5e. Et puis là, il s'avère qu'en fait, j'ai signé un compromis cette semaine pour un 6e bien. Donc l'objectif, si tout se passe bien, sera dépassé. Pour les pays, je vais aller dans 10 pays. J'ai fait le décompte. J'ai déjà été aux Émirats, Espagne, Grèce, Pérou, Italie, Belgique, USA. Là, je pars en Suisse. C'est pas trop glamour. Dans quelques jours, j'étais aussi en Allemagne. Et je pars en Hongrie avec certains auditeurs du podcast dans mi-novembre. Donc voilà, j'y serai aussi aux 10 pays. Donc je suis assez satisfait là. On peut dire de ces objectifs sont atteints pour cette année. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai eu beaucoup de retours très positifs l'épisode. En fait, vous n'êtes pas de podcasteur, donc vous ne le savez sûrement pas. Mais quand on fait un podcast, quand on a des invités, très généralement, les épisodes sont plus écoutés parce qu'on bénéficie à la fois de sa propre audience, mais également l'invité, il partage sur ses réseaux l'épisode et donc ça nous ramène des auditeurs supplémentaires. Il s'avère que l'épisode de la semaine dernière, Fire or Not Fire, j'étais tout seul, donc je me suis dit en fait c'est un épisode qui me tenait un peu à cœur de faire. Et parfois forcément quand l'audience grossit, j'apprécie fortement de faire qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous rejoignent, mais de temps en temps je me dis c'est pas grave, peu importe les audiences, je vais faire un épisode un peu plus profond, un peu plus réfléchi, où j'amène mon point de vue sur le sujet. Et il s'avère qu'en fait c'est mon épisode le plus écouté de tous les temps, en tout cas comme démarrage du podcast. On a dépassé, alors c'est un peu inofficiellement parce que j'ai eu plusieurs plateformes, mais les 100 000 écoutes du podcast, donc merci à vous. 100 000, c'est incroyable. 100 000, chaque épisode dure à peu près 1 heure, donc 100 000 heures d'écoute, c'est assez foufou. Sur ma plateforme principale, c'est pas encore indiqué 100 000, donc j'attends ce jour-là. À mon avis, ce sera dans un mois si tout va bien. Et voilà, ce sera une grande étape de franchie après 1 an et demi de podcast et quasiment une centaine d'épisodes. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On a 3, voire en fait c'est 4 nouveaux membres dans le Club Invest. Donc avec mon associé, on aide des investisseurs soit en devenir, soit qui ont déjà commencé à acheter des biens rentables. Et là on en a 4 nouveaux. On est super content. Ça va aussi, ça grossit forcément, l'audience du podcast grossit, donc on commence à être un peu plus connu. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, je pense qu'on a encore une place, donc vous me contactez et vous pouvez, si vous voulez acheter, vous lancer, vous pouvez nous contacter. On s'occupera bien de vous. On a un nouveau membre, je pense qu'il est arrivé il y a 2 semaines. Il a déjà signé, il a déjà trouvé une super affaire. Son offre a été acceptée. Donc voilà, ça avance bien. On a dépassé le 1 million d'euros. On a lancé ça il y a, je pense que c'était en décembre 2021. Et là, les membres, donc on n'en veut pas plus que 10 parce que déjà 10 c'est un peu compliqué à gérer même si on est 2. Les membres ont plus de 1 million d'euros de projets d'effectuer. Ça c'est sans nous bien sûr. Donc pour des débutants, vraiment pas mal. Puis ils ont tous leurs apparts qui commencent à cracher, surtout ceux qui sont arrivés il y a quelques mois. Donc on est super content pour vous. Si vous voulez nous rejoindre, vous m'écrivez un DM ou alors vous allez sur clubinvest.fr. Lien dans la description du podcast. Enfin, de toute façon, vous savez comment me contacter, info@byebyepatron.net. Sinon, on a plein de projets. Déjà, je voudrais remercier les personnes qui partagent en story. Donc, quand vous écoutez ce podcast, ce qui est top, c'est vous prenez une photo de l'endroit où vous êtes, vous la postez en story en disant voilà, j'écoute Bye Bye Patron. Ça fait trop plaisir. Vous postez ça en story sur Instagram et je vous repartagerai
Donc il y a notamment King Aubert sur la plage, il fumait son cigare en train d'écouter mon podcast. Et Alan Rantimo, il était en formation visiblement. Et puis je vois qu'il écoutait le podcast également. Donc top, merci à vous. Et puis j'ai eu 2 commentaires sur Apple Podcast que je n'avais pas encore cités. Démontrez-vous, on s'est vu au salon de Bordeaux. Super podcast, hyper enrichissant. Je pense qu'il permet d'enrichir ses connaissances tout en passant un bon moment, comme on le ferait avec un ami, à écouter sans modération. Et merci également à Krutzmuk. Un podcast éducatif, divertissant et sans langue de bois. Thibaut partage son savoir avec pédagogie et bonne humeur. Les interviews avec ses invités sont super intéressants. Merci à vous deux. Pensez à les imiter. Une petite note sur Apple Podcast, une petite note sur Spotify, un petit commentaire sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. On est dimanche matin, voilà. Je regarde pas Téléfoot, je vais pas regarder Automoto, je m'occupe du podcast. Et sinon, un point que je voulais vous annoncer, et puis vous pouvez me répondre soit sur le groupe Telegram, Instagram, par email. Avec Michel, on a réfléchi et on pense lancer un podcast privé tous les deux. Donc le but, ce serait de traiter des sujets un peu différents ou un peu plus en profondeur que ce que je peux faire dans le podcast. Alors on a pensé à plusieurs choses dans ce podcast privé. Moi, j'avais pour idée, en fait, par exemple, en France, on peut acheter, donc ça explique aussi pourquoi ce serait un podcast privé avec une petite souscription, des comptes de société. Donc en fait, je pourrais faire vu que vous savez, je suis plus ou moins expert comptable. L'idée, ce serait que un des membres du podcast privé, il me soumette une société pour lesquelles il veut qu'on lise les comptes ensemble. Donc soit ça peut être une société dans laquelle il veut investir, ou alors ça peut être tout simplement un peu du voyeurisme, les comptes de la société de son voisin, ou je sais pas, si vous voulez racheter une société également. Et puis après, on pourrait les passer en revue dans les épisodes de podcast. Donc ça, ce serait un des thèmes du podcast, donc lire des comptes de société et puis essayer d'en retirer le plus d'informations possible. Un autre sujet, Michel, il habite au Canada maintenant, on essaierait de choper des invités en anglais. Alors moi, j'ai un méga accent français, donc je vous raconte même pas en anglais, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir des investisseurs qui sont non francophones. Donc ça, ce serait une autre idée. Et après, on a plein d'idées sur peut-être les assurances. En fait, donner beaucoup de chiffres, peut-être les assurances, combien on paye, quelle assurance on prend, que les gens, peut-être on pourrait partager également les taux d'emprunt, combien les gens ils empruntent en ce moment, les impôts, comment on fait, les travaux, le chauffage, les DPE. On a plein de choses sur le film, et voilà, ce serait ça l'idée du podcast privé. Donc je sais pas si on ferait les épisodes à 2, Michel et moi, ou si ce serait 1 sur 2. Mais voilà, donner peut-être plus de chiffres, aller vraiment, quand on a un projet, on pourrait prendre un investissement qu'on a et puis tout dérouler, voilà, comment on l'a acheté, combien exactement il nous a coûté, prendre des photos. On a plein d'idées, donc dites-moi si c'est une bonne idée ou pas d'avoir un podcast privé ou non. Forcément, ce sera pas pour tout le monde, mais si vous me dites que c'est une bonne idée, notamment d'avoir des invités en anglo-saxons, enfin non francophones en tout cas, et donc faire des épisodes en anglais, ou alors également lire des comptes de société. Donc soit si c'est une société dans laquelle on veut investir, mais ce sera pas un conseil en investissement, ce sera juste, on déroulera les comptes, on regardera ce qu'il y a dedans, voilà, quels sont les actifs détenus, combien la société elle marge et tout ça. Et donc voilà, ça ce sera les 2 principaux thèmes, et ensuite on aura plein d'idées forcément pour des thèmes supplémentaires. Donc voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je pense que ça va pas être nécessaire de m'étaler sur plus de sujets. Vous allez voir, on a fait un super épisode avec David. Vraiment, il avait aucun appartement à 40 ans, et maintenant il a 70 lots. C'est pas la peine que je vous spoil alerte tout son parcours. Vous allez voir, il a un parcours incroyable, et notamment voilà, après avoir fait ce podcast là, j'ai signé un compromis sur un bien plutôt cher, et c'est un peu notamment ce podcast qui m'a inspiré ce nouveau projet, voilà, en disant j'ai plein de biens locatifs, est-ce que ce serait pas le moment d'acheter un gros bien bien cher pour ensuite choper une grosse plus-value à la revente. Je vous souhaite une très bonne écoute. Jingle.
Ça marche. Bonjour Thibaut. Eh ben, salut David. Aujourd'hui, donc, nouvel épisode de Bye Bye Patron et on est avec David. Donc, David qui nous avait été recommandé par Pierre. Comment ça va? Bien, très bien. Fred, ça nous avait été recommandé par Fred de Fred et Pierrot sur l'investissement. On avait fait un épisode sur l'investissement en Thaïlande. Exactement. Et puis après, c'est ce que je te disais là en off. Plusieurs auditeurs m'avaient dit ah ouais David, faut que tu le fasses venir sur le podcast. Il est super, il a plein de choses intéressantes à raconter. Donc voilà, on y est. Eh ben génial. Merci beaucoup de m'inviter en tout cas. Merci beaucoup. Et ben voilà, on aime toujours échanger entre investisseurs. Il y a toujours des bonnes idées à prendre. Et j'aime bien pour commencer. Le podcast s'appelle Bye Bye Patron et souvent l'idée principale du lancement, la genèse du podcast, c'était un peu des personnes qui ont fait des belles études, qui sont allées dans un beau métier, puis qui au bout d'un moment ils en ont un peu marre et ils voient que peut-être le monde du travail c'était pas exactement ce qu'on leur a dit. J'aime bien que les invités racontent une expérience professionnelle un peu insolite, alors soit un job d'été, un job étudiant, ou soit quelque chose qui a pu t'arriver dans un de tes premiers emplois. Est-ce qu'il y a une anecdote qui te viendrait comme ça? Ah bien sûr, plein, si tu en veux. Moi j'ai commencé comme syndic de copro, donc moi j'ai un parcours assez classique de licence en droit et gestion immobilier, puis quelques diplômes. J'ai commencé comme syndic, ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier et j'ai fait quasiment tous les métiers. Alors une anecdote un peu croustillante, première année je deviens syndic, donc j'ai aucune expérience à part mon petit diplôme en poche. Et un jour on m'appelle, c'était je pense en période de Noël, tous les associés de ma boîte sont pas là, moi je remplace tout le monde, en gros je suis le service d'urgence de la régie, et on m'appelle parce que il y a apparemment de l'air qui passe à travers un mur, ce qui est vraiment très peu probable dans l'immobilier. Mais quoi qu'il en soit, je me rends sur place, je vais sur place, et on voit une fissure, et il y a le service de la mairie qui est là aussi. Je me dis tiens, c'est curieux. Et effectivement, c'est un mur dans une cuisine, et punaise, on sent vraiment de l'air qui passe à travers le mur, à travers la fissure. Et là, on comprend qu'il y a un truc qui déconne. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Okay. Donc le mec de la mairie voit que c'est quand même assez grave, parce que la fissure n'y était pas la veille. C'est comme une grosse fissure, on sent de l'air qui passe, et pas qu'un petit peu. Donc là, on comprend qu'il y a un gros souci sur l'immeuble. Donc le gars de la mairie, on va dire, lance le plan d'urgence absolu. Et en l'espace d'une heure, dans la rue, il y avait des pompiers partout, des policiers partout, il y avait les services techniques, l'électricité, etc. Et en fait, l'immeuble était juste en train de s'ouvrir en deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à côté, l'immeuble d'à côté, il appartenait à la mairie et ils ont oublié de couper l'eau l'hiver. Donc l'immeuble était vide. Donc pendant que ça a gelé, pas de problème. Mais quand ça a dégelé, ça fait péter les tuyaux. Et il y a quelque chose comme 600 mètres cubes d'eau, je crois, qui sont déversés dans les murs. Enfin, dans l'immeuble, alors qu'il n'était pas occupé. Et ce qui fait que l'immeuble d'à côté, il a commencé un petit peu, les deux façades ont commencé à s'écarter l'une de l'autre. Mais physiquement. Ce qui fait que l'immeuble que je connaissais pas du tout, pour lequel j'ai été appelé en urgence, il était juste en train de s'ouvrir en deux. Donc on a dû, en l'espace d'une heure, évacuer tout l'immeuble. Il y avait des pompiers partout, c'était assez hollywoodien. Les gens arrivaient dans l'immeuble en pleurs, je leur disais rentrez pas, vous pouvez pas, on va vous reloger. Et c'est comme ça que ma première expérience, de mes 3 premiers mois, a été, je pense, une des plus intenses, c'est-à-dire qu'il a fallu dans la soirée reloger tout un immeuble, des copropriétaires, parce que l'immeuble était en train de s'ouvrir en deux, ce qui est pas commun. Et c'est une belle expérience, parce que je me suis retrouvé au bout d'une heure, alors que j'étais appelé pour moi c'était une connerie, sur une échelle de pompier, aller voir le toit, constater qu'effectivement les murs ils étaient en train de s'écarter. Et cet immeuble-là, 1 mois plus tard, il y avait des espèces de grandes barres en métal avec des croix qu'on appelle de Saint-André, qui tenaient les façades entre elles, et des pointelles qui allaient du sol jusqu'au toit pour tenir l'immeuble. Donc il était vraiment en train de partir en cacahuète l'immeuble. Et si on l'avait pas pris au sérieux, potentiellement, on aurait pu avoir un effondrement de l'immeuble dans les 24-72 heures. Voilà, comme petite anecdote, c'était pas mal. Voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent toujours, voilà, à la période de Noël. Enfin, pas toujours, mais souvent au pire moment. Donc c'est... Exactement. Et là, c'était bien pour se mettre dans le bain de l'immobilier, c'était cool. Ouais. Bon, sachant que avant, moi, j'avais été pompier volontaire, donc je connaissais un petit peu la partie pompier. Mais là, c'était vraiment extrême. C'était vraiment la rue qui était fermée, quadrillée. Il y avait au moins une vingtaine de véhicules devant l'immeuble. C'était assez impressionnant.
Mais Donc, j'avais voilà. entendu quelqu'un m'avait raconté que il avait eu, c'était un avocat qui m'avait raconté ça, une histoire un peu similaire avec une maison de quelqu'un qui habitait pas dans une maison et pareil, l'eau, ils avaient pas coupé l'eau pendant l'hiver et la maison elle était en train de, vu qu'il habitait pas dedans avec le gel, le dégel et tout, la maison elle était aussi en train de s'effondrer et qu'il y avait une histoire de clause dans le contrat d'assurance qui en fait couvrait la maison mais pas le sous la maison. Ah ouais. Et donc c'était très très tendu parce qu'une maison qui s'écroule, bon, quand il y a des gens dedans, c'est dramatique bien sûr, mais même s'il y a personne dedans, ça peut vite coûter coûter beaucoup d'argent. Bien sûr. Et imaginez le petit gars à la mairie qui a juste oublié de couper l'eau. Le petit oubli aurait pu faire des morts. Donc, comme quoi, dans l'immobilier, il n'y a pas de. C'est Ouais, faut faire bien vraiment attention. quelque chose de précis où c'est pas que du business, de l'immobilier ou de l'argent, c'est également la vie des gens. Mais clairement, vraiment, hein. Ça peut être des installations de gaz, électrique ou autre. Quand on fait de l'immobilier, on a la responsabilité des gens qui l'occupent. Et donc vraiment, c'est une notion à avoir en permanence parce qu'on peut vraiment tuer des gens, blesser des gens quand on fait mal son boulot dans l'immobilier. Exact. Donc faites bien attention quand vous achetez des appartements où il y a des diagnostics défectueux, faites les travaux avant de mettre des locataires dedans. Hein. Exactement. Et Thibaut, pendant que je te dis en téléphone, tu parlais de Fred. Je pense qu'il faut aussi inspirer les gens qui nous écoutent. Il faut qu'ils se disent aussi, ok, on écoute des mecs qui sont dans l'immobilier, c'est super, mais faites-nous rêver un peu les gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et Fred, où est-ce que je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré en début d'année en Thaïlande, sur l'île de Koh Samui. Parce qu'un jour d'hiver, alors que j'habitais en Haute-Savoie, je trouvais le temps très très long. J'en avais marre de l'hiver, on sortait du Covid. J'ai dit à mon épouse, tu sais quoi? Vu qu'on est censé être libre financièrement, bah tu sais quoi? On va éprouver notre liberté. Et qu'est-ce que tu dirais qu'on aille vivre en Thaïlande? Elle m'a dit, ouais, ok, pourquoi pas, mais dans combien de temps? 6 mois, 1 an, 2 ans? Je lui dis, ben, moi j'ai envie de partir dans 10 jours. Et 10 jours après, je partais pour la Thaïlande. Donc en éclaireur pour voir un peu comment ça se passe au niveau formalité, pour trouver une école pour les enfants, pour trouver une villa. Mais on a vraiment, à l'espace de 15 jours, splitté, vraiment, pris toute la famille sous le bras, et on est parti à 4 en Thaïlande vivre. Bon, on a vécu que 4 mois parce que le grand devait faire ses études en France finalement. Mais on est vraiment parti du jour au lendemain et on a complètement changé de mode de vie et ça a été une expérience incroyable et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer donc Fred Moulin là-bas en Thaïlande qui est installé là-bas. On a vécu des moments incroyables et de passer plusieurs mois dans un pays à l'étranger, notamment en Asie, c'est très très différent que de passer des vacances, hein, parce que vraiment Bien sûr. on s'intègre hein, et surtout que nous on avait vraiment l'idée de vivre là-bas. On s'était dit, on va y passer entre 4 mois et 4 ans, on verra bien. On se donne pas de délai. Et tout ça pour dire que les gens qui nous écoutent, quand on fait les choses bien, notamment au niveau liberté financière, quand on travaille, on va dire pas dur, mais intelligemment, un jour on arrive à faire ça et ça, c'est vraiment une expérience incroyable. Franchement, en famille, c'était là l'année 2022, c'est waouh, ça a dû changer. Vous vous en souviendrez en tout cas. C'est aussi complètement. ça. À tel point qu'on est entré au mois de juin en Haute-Savoie, donc en France, et on s'est dit non, impossible. Après avoir passé 4 mois au soleil, on peut plus passer des mois comme ça en Haute-Savoie, avec des hivers qui durent 9 mois, c'est impossible. Donc on a mis la maison en vente, et puis là on s'est installé depuis 15 jours dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence, pour changer tout radicalement. En même temps, on a déjà nos affaires, on a déjà nos trucs, donc ça change pas beaucoup, hein. Mais le fait d'être au soleil, c'est quand même, ça change la vie. Ça change tout. Ça change quand tu te lèves, le sport que tu fais, la nourriture que tu manges, le rythme Complètement. de tes journées. Ça change tout. Et tes enfants, ils ont quel âge? Alors j'ai un grand de 16 ans et un petit de 6 ans. Ils ont 10 ans d'écart les deux. D'accord. Ouais. Donc pour les familles qui ont des enfants, en plus ça fait un peu plusieurs scénarios possibles, hein. Qu'ils soient grands, petits, il y a Exactement. possibilité de. Et vraiment, pour les gens qui nous écoutent, si un jour vous hésitez à vous expatrier, loin, sachez qu'il y a des écoles françaises partout dans le monde et c'est juste incroyable pour les enfants. Nous, on a vécu ça en Thaïlande, on avait un minibus qui venait chercher l'enfant devant la maison qu'on louait, qui l'emmenait jusqu'à l'école, une école vraiment extraordinaire, où en 4 mois, notre enfant, il a appris des notions de thaï, d'anglais, même un peu de chinois. Vraiment une ouverture, waouh, moi je le conseille parce que c'est vraiment très enrichissant pour les enfants, les expériences internationales, vraiment très enrichissant. Ouais,
Ouais, c'est certain. Et puis en plus, ils peuvent bien voir l'intérêt des langues, de tout ça, qu'on a peut-être du mal à appréhender quand on a 15 ans ou 16 ans et que sa vie, elle se résume à un peu Ah, son complètement. école et son quartier. C'est sûr qu'une fois que tu as voyagé, Ah, complètement. tu t'en rends plus compte. Ok. Ouais. Et bah, tu peux nous raconter un peu ton parcours, quel âge t'as, par où t'as commencé, et puis où t'en es aujourd'hui, puis Volontiers, après on va un peu volontiers. détailler. Alors moi, aujourd'hui, j'ai 46 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai commencé par faire un DUST en administration de biens, puis après j'ai fait une licence en droit et une licence en droit et gestion immobilier, puis j'ai commencé comme syndic de copro. De là, syndic de copro, rapidement, je suis retourné dans ma région d'origine, qui est la Haute-Savoie, pour travailler en Suisse. Travailler en Suisse, c'est intéressant parce que les salaires sont 2 ou 3 fois supérieurs à la France, donc je connaissais bien la région. Mes parents y habitaient et j'ai toute ma famille, donc c'était super intéressant d'y retourner. Et puis en Suisse, en travaillant comme il faut, en passant encore quelques diplômes, j'ai fait encore un master et un brevet fédéral. J'ai gravi tous les échelons jusqu'à avoir la chance de travailler pour une famille de milliardaires en Suisse. Où là, je gérais leur immobilier, ils me laissaient vraiment, ils me donnaient carte blanche quasiment. Et j'ai pu travailler sur des gros montants, des grosses et belles négociations. Même si je gagnais très très bien ma vie, mais vraiment très très bien, par rapport à ce que je leur faisais gagner, bien sûr, c'était des cacahuètes. Mais vraiment, je me suis éclaté. Je me suis éclaté. Par contre, j'ai pu voir, grâce à ces milliardaires, parce qu'ils avaient vraiment une approche business, comment ça fonctionnait depuis l'intérieur, et j'ai compris depuis l'intérieur. J'ai fait mon éducation financière grâce à eux. J'ai compris quel était le rôle du capital, comment le fait qu'on ait des ressources humaines, on pouvait travailler. Et eux-mêmes, ils recrutaient des gens comme moi, très bien formés. Ils avaient travaillé du capital parce qu'ils avaient également une banque, quand même, c'est quand même des milliardaires. Ils avaient quand même une banque à eux. Et grâce à l'argent que leur prêtait leur banque, il y a des gens bien formés comme moi, ils arrivaient à gagner des montants vraiment colossaux en travaillant intelligemment et vraiment en mariant bien le côté business, l'immobilier, l'aspect financier des investissements. Et là, j'ai vraiment tout appris à ce moment-là. Si bien que, même si à un moment donné j'étais vraiment, je pense, au sommet de ma carrière, j'étais même expert correcteur en Suisse, hein, aux examens, quand même. J'étais bien intégré Mhm. dans le tissu économique et immobilier suisse. Je me suis, voilà, en fait, eux, ils ont raison et moi, j'ai tort. J'ai beau avoir placé plein de diplômes, j'ai beau bien gagner ma vie. Pour donner une idée aux auditeurs, je devais être un des rares salariés à aller quand même au travail en Porsche décapotable. Je pense que c'est assez rare pour le dire, parce que c'est pas donné à tout le monde. En termes de salaire, même d'opportunités, il y a beaucoup de boîtes, Mhm. même si on gagne bien sa vie, personne va se pointer un jour en Porsche décapotable. Ça se fait pas. Ouais, c'est Juste, ça ça. se fait pas. Le patron, il se dit que c'est peut-être t'es un peu trop bien payé C'est ça. si jamais tu viens là. Et puis si t'as des clients, t'as plein de métiers où t'as des clients. Toi, c'était un peu différent. Mais si t'as des clients, t'as parfois du mal à leur faire payer tes honoraires ou dire qu'il te faut une Exactement. rallonge sur ton devis alors que tu te pointes. Alors que là, c'est un autre monde, un monde où l'argent, c'est pas le problème, l'argent. L'argent, c'est justement, c'est le problème dans ce monde-là dans lequel j'étais, c'était plutôt faire confiance aux gens, être sûr que la personne en face a vraiment les qualités pour faire ce qu'elle dit, etc. C'était pas l'argent du tout le Mhm. problème. Et le fait Ouais, que, c'est ça. Et de ah ouais, pas ouais, perdre déjà ce que t'avais, quoi. Quand t'as beaucoup, quand t'as rien, tu fais tout pour gagner, mais je pense que quand t'as beaucoup, ton principal, euh, ton principal risque, c'est de perdre ce que t'as déjà. Donc, c'est ça. Et puis forcément, la j'ai compris confiance, que c'est pour très des important. milliardaires, moi, quand je proposais des grandes affaires ou des choses, des patrimoines à racheter ou des choses comme ça, la première question, c'était pas quelle est la rentabilité, jamais. C'était qui fait l'opération. Mhm. Est-ce que c'est une personne qu'on connaît? Et est-ce qu'on peut la considérer comme fiable? C'est pour montrer que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils savent très bien que l'argent n'est pas une denrée rare. Ils peuvent en trouver, ils peuvent l'emprunter, ils peuvent toujours trouver des investisseurs ou autres. Mais par contre, qu'est-ce qui fait le succès des affaires derrière? C'est qui fait les opérations? Est-ce qu'on n'a pas affaire à des escrocs? Est-ce qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont totalement, on va dire, incompétents? Et Mhm. c'est vraiment le point clé. Et là, j'ai vraiment compris ça un jour. J'ai vraiment pris de belles leçons, vraiment, en quelques années, que l'argent, et je l'ai vu de l'intérieur, quand on apporte des belles affaires, qu'elles sont bien ficelées, que les gens ont confiance en nous, l'argent n'est pas une denrée rare. Elle l'est pour les gens qui n'arrivent pas, qui galèrent à trouver un job et à gravir les échelons et avoir des meilleurs jobs. Mais pour qui montent des business, des affaires, etc., l'argent n'est pas le principal problème.
Ouais, très intéressant. Et tu rachetais quoi exactement? C'était des lotissements, c'était des locaux commerciaux, c'était des Oui, ça peut être par foncières, exemple, voilà, moi on me soumettait souvent régulièrement des affaires parce qu'on savait que j'étais le représentant pour la partie immobilière de cette famille-là. Et puis à moi d'évaluer les affaires, ça peut être une tour par exemple, hein, une tour de bureau, à moi de l'évaluer avec des critères et des méthodes qu'on utilise très peu dans le monde de l'immobilier. Bah toi ça doit te parler, hein, la méthode DCF notamment. Ouais, Qui bien sûr, n'existe- avec les yields et tout ça. Après, tu regardes comment les taux de remplissage, les Exactement. choses comme ça. Méthode DCF qu'on utilise très peu hein, quand on dans le game Mm. de l'immobilier d'investissement, c'est très rare qu'on utilise ce genre de méthode, mais quand on est Mm. pointu ou quand on travaille sur des grands chiffres, on est obligé d'avoir des méthodes justement un peu plus pointues et vraiment de pouvoir calculer des taux de rendement internes, des valeurs actuelles, etc. Enfin des choses un Mm. peu plus, on va dire, Ouais. qui peuvent s'adapter aussi bien au monde de la finance que de l'immobilier que du business. Ouais, c'est ça pour faire, si, pour les auditeurs alors tu me contredis hein, si je me trompe, les DCF c'est du discounted cash flow, donc des flux de trésorerie actualisés, parce qu'on sait très bien que l'argent de demain il vaut moins que l'argent d'aujourd'hui. Donc en fait on met des méthodes en place en fonction de l'évolution des loyers, en fonction des cash flows. Parfois dans les immeubles commerciaux, il peut y avoir des gratuités de plusieurs mois quand les locataires ils s'installent et tout ça. Donc il faut voir vraiment et puis en plus les baux de commerciaux, ils sont sur des plus longues durées. Il faut vraiment voir le projet dans son ensemble. Et puis, quand tu as une tour, tu as forcément du vide locatif. Quand tu as 5 lots, tu pas du vide. Mais quand t'as des immeubles commerciaux, ben souvent, c'est comme ça que ça se passe. Il y a parfois, il y a du vide pour remplir les surfaces. Quand c'est des grandes surfaces, il faut les découper, etc. Donc, Exactement. Mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Donc c'est un calcul qui va prendre également. Bon, on l'achète à temps, on l'espère le revendre à temps. Et comme tu dis, l'argent de demain vaut moins que l'argent d'aujourd'hui. Et également, on va calculer dedans. En général, c'est un horizon de 10 ans. Hein. On va calculer également les capex, donc tous les futurs gros travaux qu'on prévoit sur l'immeuble, qui peuvent fortement modifier une rentabilité sur 10 ans. et c'est vrai que les, tu vois, les investisseurs lambda, surtout, on a comme des appartements. Si tu achètes un appartement, beaucoup de gens regardent la rentabilité des loyers. Mais quand tu tiens compte, en tout cas quand tu as bouclé l'opération et que tu revends le bien, tu vois que si tu as fait une plus-value, enfin si tu as un appartement qui a 5% de rentabilité et que tu fais une plus-value indécente au bout de quelques années, en fait ta rentabilité sur les mois où tu as détenu, c'est peut-être 15% ou 20%, enfin annualisé, mais ça fait varier fortement la rentabilité. Et inversement, si tu fais des gros travaux, ça c'est un peu le risque de beaucoup de gens. Tu veux un appartement tout beau, tout nickel, donc tu claques du capex comme on dit, et puis après, il faut voir comment tu le récupères à la sortie. C'est ça, tout Ok, à top. fait. Les gens, effectivement, ils n'en tiennent pas compte. Hein. On Mm. va dire l'investisseur normal qui achète un appartement ou un immeuble, il va pas forcément regarder un petit peu cet horizon de 10 ans, qui est important quand on investit parce que c'est là vraiment quand on tient compte également de la fiscalité, bien sûr, mais qu'on va vraiment faire des bonnes ou des mauvaises affaires. C'est pas la rentabilité du jour, comme tu dis. Ok, top. Et donc là, tu avais quand même des bons revenus. Tu t'es Bon, lancé dans l'immobilier, je suppose, ouais. en gardant cet emploi à ce moment-là. Oui, en fait, et vu que j'avais pas beaucoup de temps, en réalité, j'ai dit OK. Je suis passé en mode warrior il y a un bout d'un moment. En fait, il y a eu des événements familiaux, c'est-à-dire que je me rendais compte que je m'éclatais dans mon boulot. Ma femme aussi s'éclatait. Elle était directrice régionale pour un réseau de distribution, mais on se voyait pas et on voyait pas notre enfant à l'époque. On en avait qu'un. Donc au bout d'un moment, à force de constater que franchement, c'est bien, on gagne de l'argent, on s'éclate dans le boulot, mais on vivait pas vraiment notre vie. C'est un jour, un dimanche, c'était précis, hein. Je faisais en même temps mon master en immobilier parce que je me rendais compte qu'il me manquait des notions, notamment de mathématiques financières dont j'avais besoin dans mon métier, hein. Justement, savoir calculer un taux de rendement interne, des choses comme ça. Et un dimanche, j'étais tout seul dans les bureaux et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est super, j'ai rattrapé là, je rattrape mon boulot, je m'éclate, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que pendant ce temps-là, mes employeurs, eux, ils sont à la plage, quoi. Ils sont à l'autre bout du monde, ils vont toucher le fruit de ce que je vais leur faire gagner. Et je me suis complètement rendu compte que j'avais complètement tort et qu'ils avaient raison. Qu'ils avaient raison de faire ce qu'ils faisaient, que moi j'étais sur la mauvaise voie. Donc j'ai dit, ok, on va changer ça, et moi je vais faire ce que eux ils font. Et donc j'ai accepté, j'ai démissionné.
alors que j'avais un salaire, je pense, supérieur au président de la République aujourd'hui. Et j'ai accepté de prendre un poste moins haut, moins grand, mais qui me laissait plus de temps. En me disant, OK, Toujours en Suisse. Toujours en Suisse. Mais en me disant, OK, maintenant, on va faire les choses comme il faut, on prend du temps, on va investir, on va acheter des appartements et des immeubles de rapport. Et ce que je fais à grande échelle, je vais le faire à petite échelle, mais ça va me permettre un jour de faire ce que font mes ex-employeurs, à savoir me la couler douce, tout simplement. Ok. Et pour la petite anecdote, pour la petite anecdote, eh bien, le naturel, en général, vous savez, ce qu'on sait, moi, j'ai dit, je prends un poste, on va dire, juste de gérant d'immeuble, et puis derrière, voilà, je fais ma vie. Et ben, ce poste-là, au bout de 6 mois, j'étais devenu responsable de la gérance. Et au bout d'un an, j'étais associé de la boîte. On se refait pas. Ah, bah, bravo. Ouais. On se refait pas. Et là, c'était en quelle année? Ça, c'était il y a environ, il y a 5-6 ans, un truc comme ça. 5 ans, je sais pas par là. Ok. J'aime bien voir la temporalité pour un peu voir en quel, tu sais, on dit souvent, on sous-estime, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ou en 10. Complètement. Donc là, en fait, 5 ans, t'étais, on va dire d'un point de vue immobilier, t'étais presque, enfin, au départ, quoi, de ta carrière d'investisseur. Et j'ai commencé tard, tu vois. J'ai commencé une 40aine d'années, vraiment à investir. Ouais. Et je me sentais tellement, vraiment pas bien de pas avoir investi pendant autant d'années. Alors que j'étais quand même, faut le rappeler, investisseur professionnel. Dans l'immobilier. Ouais, c'est comme les agents immobiliers, c'est comme les banquiers, il y a plein de gens qui sont dedans, et puis en fait, c'est pas eux qui Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, je comprends même pas comment j'ai eu ce voile toute ma vie de me dire, j'investis pour des clients, je leur fais gagner des sommes considérables, et moi-même, j'ai pas un seul petit appartement que je mets en location. J'ai pas compris. Le jour où je me suis réveillé, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Par contre, du coup, j'avais tellement, d'années à rattraper que quand j'ai commencé, je l'ai fait de manière professionnelle. J'ai évalué toutes les méthodes de manière professionnelle. Qu'est-ce qui pouvait me faire gagner de l'argent? Qu'est-ce qui pouvait me permettre, grâce à l'immobilier, d'aller vite et bien? Et quand je m'y suis mis, je m'y suis mis à fond. Quand je dis à fond, c'était jour et nuit. Je passais tout mon temps libre à faire ça, à me former, à continuer, parce que j'avais des belles notions au niveau de la fiscalité, notamment suisse, d'accord? Mais au niveau français, j'avais tout à adapter mes connaissances. Et quand je me suis dit, OK, on le fait, ça prendra le temps que ça prendra, mais un jour je démissionne et on vit de ça, j'ai fait que ça. Même en vacances, ma femme m'engueulait parce que on était à l'île Maurice et sur la plage, j'écoutais des podcasts non pas des podcasts, des vidéos YouTube pour me perfectionner sur tel ou tel point. J'étais vraiment en mode hyper déterminé, hyper déterminé. Mais ça, c'est quelque chose qui est très utile. Enfin, quand t'es en mode comme ça, parce que t'oublies pas. Parce que vu que l'immobilier c'est un processus qui est long, il y a des choses si tu les notes pas, par exemple, les points qu'il faut vérifier dans un compromis de vente. Même si tu achètes 3 appartements par an, on va dire que ça fait tous les 4 mois. En 4 mois, tu as vite fait d'oublier. Alors que quand tu es en mode un petit point, tu vois, t'oublies pas tout, mais tu as vite fait d'oublier un petit point. Alors que quand tu es en mode vraiment j'y vais à fond, et ben c'est là où en fait tu accumules beaucoup d'expérience, je trouve, qui est utile, quoi. Parce que sinon, complètement. Non, mais complètement. Quand tu vas au ski qu'une fois par an. Ah, mais c'est tout à fait ça. Tu vois, moi, je vais te dire, le premier bien qu'on a acheté, c'était un studio qu'on a toujours. Dans le même temps, j'achetais mon studio, je stressais comme un malade alors qu'il y en avait pour 73 000 euros. Et en même temps, d'une manière professionnelle, j'investissais dans un gros projet à plusieurs dizaines de millions de dollars. Et là, j'avais aucun stress. Ça se passait très très bien. Par contre, pour mon studio, je savais qu'il fallait absolument que j'oublie aucune charge, que si j'oubliais ne serait-ce qu'une ligne, mon cash flow pouvait devenir négatif, et j'étais en pire stress. Parce que je me disais, je voulais absolument pas avoir un cash flow négatif dès le départ. Parce que je savais que ça m'aurait mis sur une mauvaise pente, en fait. Donc voilà, on peut être à la fois la journée, ne pas stresser pour des gros projets en équipe, et le soir, sur un petit projet à moins de 100 000 euros, stresser comme un malade parce que, par peur d'avoir oublié quelque chose. Ouais. Ah ouais, c'est la vie, c'est comme ça, Parfois, on stresse pour des choses qui, puis, c'est souvent, nous, on a, comme je te disais en off avec mon associé, on accompagne pas que des débutants, mais des investisseurs qui veulent acheter. En tout cas, c'est leur premier bien. Ils sont pas plus que 10 biens. Et parfois, j'essaye aussi de les faire relativiser. T'achètes un appartement à 73 000 euros. Faut aussi parfois un peu se détendre. C'est parfois plusieurs années de salaire pour certains, mais c'est que 73 000 euros d'immobilier. Non, mais complètement. Mais t'as raison. Moi, financièrement, c'était pas grand chose. Enfin, je veux dire, c'était très, très raisonnable, je veux dire. Ah, mais par contre, le fait que je sois investisseur pro, d'accord, c'était mon métier quand même. Et je suis censé être bon dans mon métier.
Et sûr, ouais. vis-à-vis de ma famille notamment, j'avais absolument pas droit à l'erreur. Et Ouais. je me mettais la pression tout seul, quoi. Ah, c'est ça. Ok. Et donc, en combien de temps t'as acheté combien de lots à peu près ou quel type de bien? Ah bah moi, une fois après que j'étais lancé, après je me suis pas arrêté. Là aujourd'hui, on s'est calmé un petit peu. On est à peu près, on est entre 60 et 70 lots. Ah ouais, Euh, quand même. C'est ouais. ça. 10 Et, lots par an pendant 5 ans, même plus, quoi. ouais. Puis il faut le dire aux auditeurs. En général, c'est pas les premiers biens c'est pas toujours les plus rentables. Nous, les premiers immeubles qu'on a achetés, c'était pas les plus rentables. Les dernières Mm. opérations où on sait bien faire du cash flow, où on a fait des colocs ou des immeubles de rapport hyper rentables, bah forcément, il y a cette espèce d'exponentielle qui fait que on a l'impression que ça démarre lentement, mais que plus ça va, plus on acquiert notamment des connaissances, plus on sait faire, et plus après c'est rapide. Nous, à partir du moment où on a commencé à revendre des lots pour faire de l'achat-revente, et que j'ai pu mêler investissement locatif et achat-revente, là, c'est allé très très vite en termes de capital et de cash flow, parce que les deux se nourrissent. Plus on a du capital, plus c'est facile d'emprunter pour faire du cash flow, et plus on a du cash flow, plus c'est facile d'emprunter pour faire de l'achat-revente. Donc Mm. il y a vraiment une espèce d'effet d'entraînement, comme un bateau qui part. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie au départ. Mais par contre, une fois que c'est lancé, c'est inarrêtable après. Ouais. Ouais, très intéressant. Et est-ce que tu as eu, parce que je sais que j'ai plusieurs auditeurs qui sont frontaliers, est-ce que le fait que ta femme, elle travaille en Suisse aussi ou elle travaille en Oui, France à ce tout à moment-là? fait, ouais. Absolument très bien. Et le fait que que vous étiez frontalier, ça, que vous soyez frontalier à l'époque, ça pose un problème Non, pour au les banques? contraire, c'était un accélérateur. C'était un Ouais. Parce accélérateur que parce tu que avais les revenus, voilà, les revenus exactement. en Le fait conséquence. d'avoir des bons revenus qui viennent de Suisse, bah, au lieu d'acheter appartement par appartement, on a pu acheter des immeubles de rapport. Donc Mm. forcément, c'est un formidable accélérateur. Et vis-à-vis des banques, non, Mm. non, quand elles voient des bons revenus, notamment en zone frontalière, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que les gens Ok. qui veulent être libres financièrement, regardez quand même du côté des frontières, que ce soit le Mm. Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse ou ailleurs, Mm. parce que le fait d'avoir des bons revenus, bah, c'est quand même, voilà, ça permet d'aller plus vite, hein, tout simplement. Ouais, bien sûr. Et même d'épargner, même si le coût de la vie dans certaines frontières il est plus élevé qu'ailleurs, quand tu vois surtout, moi je connais, vu que je suis alsacien, je connais bien les pays suisses. Je sais pas si tout le monde est conscient de ça, mais voilà, des pays à 5 6 000 francs suisses, c'est souvent le début de carrière, quoi. Donc Ah, bien sûr, et maintenant, et même 5 6 000 francs suisses, maintenant, ça fait plus que 5 6 000 euros. moi, Donc, bien, exactement, ouais. exactement. Moi, j'ai Donc, commencé à ce montant-là, à 5 000 francs, mais ouais. il y a 15 ans, oui, même plus, 18 ans, j'en sais Mm. rien. Et j'ai eu des salaires après vraiment bien plus élevés que ça, de Bien l'ordre de 3 sûr. fois ça. Donc vraiment, c'est un super accélérateur. J'en parlais aujourd'hui avec Mm. quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses d'aller en Suisse, faire un petit crochet et bien gagner sa vie? Mais complètement. Pour les Mm. gens qui... Mais par contre, il faut avoir l'envie de travailler, hein, parce qu'on travaille beaucoup, très dur, très Ouais, longtemps. bien sûr. Beaucoup d'embouteillages, beaucoup de trucs comme ça. C'est un peu moins aisé qu'un job pépère aux 35 heures, mais ça vaut le coup pour qui veut se libérer. Ouais. Ok, super. Et donc, il y a eu une bascule et à un moment, tu as lâché ce boulot enfin, tu étais associé, donc tu as revendu des parts ou tu es resté associé dans cette... Non, euh, ah voilà, non, alors, je travaillais pour des milliardaires. Après, j'ai dit, OK, on prend un job qui va me laisser du temps pour mm, vraiment investir en mode à fond. Je suis allé dans une autre boîte dans laquelle je suis associé. Puis le jour où on a eu suffisamment d'immobilier locatif, d'abord c'est mon épouse qui a arrêté de travailler. Je lui ai dit écoute c'est bon, t'en as marre de ton job, là on a suffisamment, même si ça fait une différence. Parce que c'est dur hein, mine de rien d'abandonner des bons salaires. c'est C'est dur. extrêmement dur. Hein. C'est extrêmement dur et c'est vrai que surtout quand tu as des salaires comme ça, tu vois, là, tu as beaucoup de personnes sur Internet qui avaient des revenus modestes. Bah, parfois, d'un côté, c'est un frein, mais de l'autre, quand tu as un rythme de vie à 1 500 ou 2 000 euros, avec quelques appartements, tu peux le remplacer quand tu commences à avoir des trains de vie à 10 000 euros, et puis ça arrive, hein. Et Clairement. ben, c'est très différent. Et là, ben, on voit, toi, tu as dû acheter des immeubles, c'est pas en achetant même 15 appartements que tu vas remplacer un, un salaire de dix Ah mille clairement. euros. Et puis, Ouais, tout à fait. Après c'est un choix de vie, hein. C'est-à-dire que nous on l'a fait bien justement sûr. pour se dire à un moment donné ok nos revenus vont être divisés par 3, ce qui est considérable, mais on a dit ok, Mm. mais derrière on va bien vivre, on n'a pas besoin d'autant, parce qu'il y a quand même beaucoup de superflu. On a besoin d'avoir du temps surtout pour nous, Mm. pour se voir, etc. Et du moment qu'on l'a décidé, bah voilà, on accepte de gagner moins. Mais la réalité, pour les gens qui peuvent nous écouter, quand ça arrive, même quand le train de vie est divisé,
En réalité, après, on a du temps, beaucoup plus de temps que prévu, ce qui permet d'aller sur plus de dossiers. Et on a été surpris du fait que on a pu accélérer en fait après, parce qu'on avait beaucoup plus de temps, on a pu aller sur d'autres affaires bien plus nombreuses. Et là, waouh, ça vaut vachement le coup parce que nous, en l'espace de 1 ou 2 ans, allez max, on a pu rattraper une large part de notre train de vie. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, de vos revenus, tu veux dire. Bah oui. De votre train de vie. Ouais, Parce que tu vois, moi, par exemple, j'ai pu me mettre aux enchères judiciaires d'une manière vraiment professionnelle et carrée. Et après, ça fait boule de neige assez rapidement, tu vois. Et donc ça, c'était top. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que là, au moment où on enregistre, j'ai écrit le podcast parce que je fais des podcasts tout seul et des podcasts en interview, et je l'ai écrit le podcast de la semaine qui va venir. Et justement, j'en parlais que à un moment, quand tu arrives à te libérer, même si tu as fortement ton train de vie qui diminue, tu peux, si tu arrives à te libérer de tes contraintes professionnelles, tu peux aller sur des nouveaux projets que tu affectionnes plus et tu seras sûrement meilleur dedans. Enfin, surtout si tu avais un métier avant que tu appréciais peu. Et puis ensuite, tu repars c'est un petit trou d'air dans tes revenus. Et puis après, tu repars et complètement. Puis, limite, hein, vers le... Complètement. Et le luxe du temps, c'est que ça permet de bien se former. Donc moi, je fais de l'immobilier, bien sûr, de l'achat-revente, de l'investissement locatif. Là, on va bientôt sur des club deals, etc., avec des investisseurs. Mais ça permet de bien se former, de pouvoir passer des journées, parfois des semaines, à étudier d'autres domaines comme la crypto ou d'autres choses qui permettent de vraiment devenir, on va dire, un niveau qui permet d'être un peu supérieur, j'en sais rien, mais à la moyenne, parce qu'on a plus de temps, tout simplement. On peut creuser les sujets. Et ça, en termes de richesse purement financière, c'est énorme. Pourquoi les riches deviennent vraiment très riches? Parce qu'ils ont le temps de bien se former et s'informer et de prendre les bonnes décisions. Et ça, il faut pas le sous-estimer, c'est énorme. Ah, exact. Puis tu as plus le temps pour visiter, plus tu visites, plus tu trouves des bonnes affaires, plus tu peux aller chez le banquier pour... c'est ça, exactement. Pour obtenir des financements, etc. Et tu peux chercher... Ouais. Vas-y. Non, et puis effectivement, et puis faire des études soi-même, hein, de se dire, ok, je fais ça de telle manière, mais est-ce que je pourrais pas étudier autre chose? Par exemple, nous, on s'est mis après les immeubles de rapport à faire de la colocation, par exemple, tu vois. Après, on a mêlé enchères et puis colocation. Et là, on a fait des rendements explosifs sur un immeuble, sur un appartement, pardon, acheté moins de 100 000 euros. Et ben, on est à plus de 100 000 euros de plus-value latente et un cash flow de plus de 1000 euros, quoi. Je veux dire, c'est pour une petite opération comme ça, c'est juste le rapport, il est excellent. Il est excellent. Ouais. Et ben top. Et donc t'as lâché ton job à un moment, ça on l'a vu. Ouais. Et donc tu t'es focus sur encore à ce moment-là enchaîner des lots et t'as pu financer même sans plus avoir de revenus. Ouais, justement, c'est ce qui est bien aussi, c'est que comment dire, quand on a du temps, on peut étudier, on devient créatif. Ok. Et on trouve mille et un systèmes pour que ça se passe bien après. C'est-à-dire que l'investissement immobilier, comme tous les business, parce que c'est un business, c'est pas autre chose, hein, eh bien, c'est à chaque fois on se dit, ok, là il y a une barrière, comment j'éclate la barrière? Ok, comment je fais ça, etc. Moi, ce qui m'a permis de continuer à avancer, c'est le fait d'avoir une société en Suisse, que j'ai toujours d'ailleurs, et qui me permet, en ayant de l'argent qui vient d'ailleurs en Suisse, eh bien, de continuer à gérer des revenus. Et que je peux montrer aux banques et qui m'a permis de continuer à avancer. Ok, top. Et ensuite, donc là, c'est du locatif. Donc, t'as fait de la location courte durée aussi? Très peu, on en a fait un petit peu, mais ça nous a vite, comment dire, on a vite été refroidi par tout ça, parce qu'on s'y prenait mal, je pense qu'on n'était pas assez formés. Donc, on a laissé un petit peu tomber. Et par contre, cette année, on s'y remet. Et là, on achète 2 immeubles de rapport. Qu'on va mettre entièrement en courte durée, donc ça va représenter à peu près 12 lots supplémentaires. Et je m'associe pour ça avec une personne qui est vraiment spécialisée dans la courte durée, avec qui on va aller sur ces 2 immeubles, et pour faire continuer à augmenter le cash flow, en fait. Ce qui est intéressant quand je reviens du salon de l'investissement immobilier, et puis j'ai parlé avec une personne qui avait une trentaine de biens en location courte durée dans la même ville. Donc, quand tu arrives à avoir un nombre important de location courte durée dans la même ville, c'est comme un peu toi t'avais avec les milliardaires, c'est que tu peux mettre des ressources humaines et matérielles pour que ça fonctionne super bien. Tu peux avoir un local pour tes draps, tu peux avoir quelqu'un qui gère que tes biens, donc qui va le faire super
façon super pro et tout ça. Donc quand tu as Ouais. 12 lots, ça permet d'être beaucoup plus efficient que Ah, tout à fait. 2-3 lots. Ah ouais, tu fais des économies d'échelle, c'est sûr. Bah, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on achète un immeuble dans une ville dans laquelle mon associé a un immeuble, pour justement avoir les mêmes femmes de ménage, avoir les mêmes personnes qui bricolent, etc. et bénéficier de cet effet de masse, en fait, effectivement. Ok. Et oui, en plus, les personnes à qui tu fais appel, tu leur génères de l'activité, donc elles vont être plus réactives que si c'est un artisan que tu appelles que tous les 6 mois. C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Pour 2-3 briques. Ok, top. Et je voulais aborder avec toi l'achat-revente. J'ai eu peu d'invités qui en faisaient. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, alors surtout vers quel type de biens tu t'orientes? Est-ce que après, qu'est-ce que t'en fais? Tu les divises, tu les rénoves sur quel type de ville en termes par exemple de prix au mètre carré? Ouais. On sait que c'est plus intéressant de le faire souvent sur des villes qui sont assez chères. C'est ça. Donc, voilà un peu quel type de ville et quel type d'opération tu fais. Donc est-ce que c'est des divisions, des rénovations, des extensions? Ouais, volontiers. Alors, en général, justement, tous les marchands de biens ont leur spécialité. Ils ont en général une spécialité principale et une spécialité annexe. Très souvent, on voit cette typologie. Moi, ma principale spécialité, c'est les enchères judiciaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je forme des gens et que bientôt, on va aller sur des club deals. Parce que, à force d'en acheter, j'ai bien compris le système. J'ai passé la première année, sans acheter, à étudier le système de l'intérieur. J'allais chaque mois et je faisais mes petites statistiques, mes tableaux Excel, vraiment en mode très sérieux. Et maintenant, je pense que j'ai bien compris le système, ça marche bien. Donc, c'est mon activité principale. Au niveau de l'achat-revente, c'est vraiment ce que je fais le plus. Et en deuxième, c'est la division agrandissement. C'est-à-dire que notre première résidence principale, on l'a agrandie. On a fait une belle plus-value dessus. Là, on a racheté une résidence principale. Cette fois, on a agrandi toujours la maison, mais on a rajouté la division parcellaire. Donc, on a divisé une partie du terrain. Et pour vous donner une idée, on achète sur une opération qui dure 1 année, en divisant un bout de terrain, donc c'est de l'ordre de 800 mètres carrés qu'on a revendu sur une parcelle de 2100, et en agrandissant la maison, sachant qu'il n'y a pas d'impôt sur la plus-value en résidence principale, ça nous permet de générer une plus-value de l'ordre d'environ 300 000 euros, ce qui pour une opération dure 1 an et demi, c'est assez sympathique. Sachant que c'est pas compliqué du tout, hein. C'est un géomètre qui va diviser le terrain et c'est un devis à signer pour agrandir la maison. Donc c'est pas en termes de on va dire de complications, c'est vraiment pas énorme. Et ce qu'on a amélioré par rapport à la première maison qu'on avait agrandie, c'est que pendant les travaux, on était en Thaïlande. Donc ouais, c'est beaucoup moins compliqué d'avoir des travaux chez soi quand on est au soleil. Voilà, on a optimisé vraiment toutes les parties de notre vie. On a optimisé à mort. Et ça, quand t'as acheté la maison, tu cherchais une maison où bien sûr, c'est pas possible sur tous les terrains de diviser et d'agrandir. Ça, t'avais fait, je suppose, un travail de recherche spécifique par rapport à ça. Ouais, absolument. Ouais, je savais ce que je cherchais. Et j'ai trouvé une maison qui avait un problème. C'est-à-dire que dans le quartier où on l'a acheté, le terrain était grand et la maison petite. Enfin, c'est relatif, elle faisait quand même 120 mètres carrés. Mais par rapport au quartier, elle était petite. Alors que dans le quartier, c'est un quartier très huppé de la zone frontalière. On avait plutôt des grosses maisons de l'ordre de au moins 180-200 mètres carrés sur des petits terrains. Et pour ça que cette maison-là, elle avait un peu de mal à se vendre. Donc nous, on a résolu le problème et on a fait une plus-value au passage. On a découpé le terrain et on a agrandi la maison. Ok, top. Super. Très, très intéressant. Et donc 300, voilà. T'avais un peu de temps, 300 000 euros de plus-value en 1 an. C'est plus que 99% des avocats français peuvent gagner. Et toi, en plus, t'avais été un moment en Thaïlande. C'est ça. T'as eu tous les autres loyers qui ont pu rentrer. Donc, top. Non, c'était, et puis une bonne partie de la plus-value nette d'impôt. Exactement. Et qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est justement de bien comprendre les règles, les règles d'urbanisme, les règles de TVA. Au début, je voulais le faire en marchand de biens. En négociant avec les vendeurs, ils voulaient pas. Certaines clauses, donc j'ai dû le faire en particulier, ce qui était très bien finalement. Et j'ai dit à ma femme un jour, écoute, je te propose qu'on vende notre maison. Elle m'a dit, mais t'es fou, parce qu'on a quand même
le fait d'avoir été frontalier, on avait réussi la maison qu'on avait agrandie, à faire une maison quand même avec vue lac, piscine, on était super bien. Faut dire ce qu'il y a, on était vraiment très très bien. Mais je lui ai dit, écoute, voilà, ça va nous faire plus de capital, on va pouvoir en faire plus de choses, être plus libre. Et puis elle m'a dit, bah ok, vas-y, on achète une nouvelle maison. Et voilà. Et c'est donc pourquoi je parle de ça, parce que il y a beaucoup d'investisseurs qui ne mettent pas la résidence principale dans leur stratégie d'investissement. Et moi, je conseille vraiment de la mettre. Parce que c'est un booster énorme, même si on se dit non, chez moi, ça compte pas, je vais faire du locatif ou ailleurs, mais chez moi, ça compte pas. Si vous avez le cran de mettre votre résidence principale dans votre stratégie d'investissement, vous allez voir que ça va vous faire gagner en capital très rapidement. Donc ça peut vraiment booster et accélérer votre parcours d'investisseur. Parce que pour beaucoup de personnes, leur résidence principale, même si tu es investisseur, ça va être ton bien qui vaut le plus en euros. Enfin, c'est ça, exactement. Voilà, si tu as des T1, T2 et puis tu as une maison de 150 mètres carrés, donc forcément, si tu arrives à prendre de l'argent là-dessus, ce sera beaucoup plus. Et puis en plus, tu as l'avantage que les plus-values soient pas fiscalisées. Exactement. Donc il faut avoir le cran de le faire, hein. Mais pour ceux qui peuvent le faire, si vous avez déjà une résidence principale, quand même penchez-vous dessus. Est-ce que vous pouvez diviser une partie du terrain? Est-ce que vous pouvez l'agrandir, simplement? Il suffit qu'il reste des endroits à construire et vous pouvez agrandir la maison. Donc lui donner de la valeur. Et en général, on cherche justement à jouer sur la différence entre le prix de construction et prix de revente. Et comme tu disais, plus le secteur est coté et plus cette différence va être importante. La maison dont je vous parle, c'est des mètres carrés qui se vendent à 5 000 € du mètre carré. Et ça nous a coûté... normalement, un agrandissement, ça coûte entre 1 700 et 2 000 € du mètre carré. Et le fait qu'on ait agrandi une partie du demi-sous-sol, ça nous est revenu à 600 € du mètre carré. Donc imaginez, on a créé combien 60 mètres carrés, avec une différence de 600 mètres carrés de construction à 5 000 € de revente. Enfin, même si c'est du demi-sous-sol, donc ça vaut un peu moins. Mais vous imaginez la plus-value que ça peut faire dessus, c'est considérable. Ok, super. Voilà, c'est un bon conseil qu'on peut donner. Et puis ça peut s'appliquer à beaucoup de personnes qui ont déjà des résidences principales. C'est ça. Et notamment les gens qui sont salariés, par exemple, et qui ont besoin de capital pour commencer une activité d'achat-revente, par exemple. C'est l'occasion idéale, parce qu'il n'y a pas d'impôt, en résidence principale, bien sûr, de faire une belle plus-value, d'avoir un bon capital et de commencer avec ça. Ok. Et qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseillerais, par exemple, à quelqu'un, tu vois, qui a pas de résidence principale et tu vois, où sa résidence, avec les revenus qu'il a, en fait, ça le limiterait ensuite tout de suite pour des investissements futurs. Ouais. Est-ce que tu lui conseillerais quand même d'acheter sa résidence principale en essayant de faire ça peut-être pour démarrer ses investissements? Complètement. Ouais, bien sûr, il y a un mythe qui vient de Kiyosaki qui dit que n'achetez surtout pas votre résidence principale, mais c'est parce que Kiyosaki ne sait pas qu'en France, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. S'il le savait, il dirait achetez votre résidence principale et commencez par là. Bien sûr. Et je dirais même ajouter d'autres stratégies là-dessus. Par exemple, pourquoi ne pas acheter une résidence principale d'un bien acheté aux enchères? Pourquoi pas? Imaginez le combo gagnant. On achète un bien aux enchères, donc on va gagner tout de suite facilement entre 20 et 30% donc de décote. Et en plus de ça, le bien, on le met en valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, à la place de la cuisine, on fait une chambre en plus, si c'est un appartement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est une maison, on l'agrandit. Donc on peut mixer les stratégies, les empiler, j'ai envie de dire, et de faire des grosses plus-values en une seule opération. Ok. Top, très intéressant. Ouais, c'est vrai que on peut gagner des années et des années d'investissement locatif en revendant. Donc ça, il faut pas non plus... Parce que souvent, on parle de cash flow sur un appartement. Là, tu as dit que c'était une bonne opération que tu avais réussi à faire à 1 000 € de cash flow. Mais si tu prends 100 000 € sur ta RP, bah même par rapport à une bonne opération, voilà, ça peut faire 8 ans ou 10 ans de cash flow et beaucoup moins de soucis à régler que tu pourrais en avoir en 10 ans. Sur un appartement. C'est ça. Voir les deux. C'est-à-dire que moi, l'appartement dont je parlais, il y a quand même la plus-value qui est latente. C'est-à-dire que mon patrimoine a augmenté de 100 000 € cette opération-là.
et me ramène plus de 1 000 euros de cash flow tous les mois. Donc c'est vraiment sur un petit appartement, encore une fois, hein, j'insiste. Hein, c'était Bien sûr. un truc Et assez... si tu avais été en début de parcours, peut-être que ça aurait été plus intelligent de le revendre pour ensuite lancer la boule de neige. Où là, maintenant, tu n'as pas forcément besoin de ces 100 000 euros de plus-value latente pour tes C'est ça, activités. exactement. Ouais. Et c'est pour ça que dans le parcours classique, moi je conseille aux gens, commencez par faire une belle plus-value. Vous avez du capital, ça vous rassure. Et quand vous faites du locatif, vous avez de l'argent pour en cas de problème, en cas de délais qui sont dépassés, etc. Vous avez plus qu'un gros coussin de sécurité. Vous êtes hyper crédible au niveau des banques. Et derrière, après, limite, vous pouvez soit faire en parallèle investissement locatif et achat-revente, soit alterner, par exemple. Ouais. Et c'est ce qui permet d'aller vite. Moi, si je devais recommencer, je ferais différemment, bien sûr. Et je ferais exactement ça. J'irai aux enchères, je comprendrai le système, où je me ferai accompagner de gens qui connaissent bien, et je commencerai à faire du capital, et après, en parallèle, je pense, de l'investissement locatif. Ok. En général, je fais en sorte que les épisodes durent 1 heure. Là, on va peut-être dépasser parce que je pense que les auditeurs m'en voudraient si je me penchais pas un peu sur les enchères, sachant qu'on a encore d'autres sujets à aborder. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des enchères? Alors, plus que la partie... Alors, moi, je connais pas bien. En plus, moi, je viens d'Alsace-Moselle, donc les enchères, ça se passe différemment. Ouais. Mais en France, donc si je dis pas de bêtises, il faut un avocat, un chèque d'avance, c'est ça? C'est ça, exactement. Un chèque de 10% de la mise à prix, minimum. D'accord, un chèque de banque. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux auditeurs? En général, on est attiré par une mise à prix. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a tel appartement qui est mis à prix 5 000 euros. On se dit, waouh, c'est génial. Ça, les enchères, c'est très contre-intuitif. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on est professionnel comme moi, la petite mise à prix, on ne va pas y aller. La petite mise à prix à 5 000, on ne va pas y aller. D'après toi, pourquoi? Parce qu'il y aura trop de monde à l'enchère. Exactement. Tout le monde va se jeter sur ce petit appartement avec une petite mise à prix très basse. Et tout le monde va délaisser le même appartement qui est à côté, qui est exactement le même, mais dont la mise à prix est 50 000. Donc quand on est professionnel des enchères, on va faire presque le contraire de ce que font les gens. Quand les gens vont chercher un appartement qui est vide, qui est libre, en se disant « Ouais, c'est super, c'est moins de boulot », nous, on va chercher la difficulté parce qu'on sait qu'il y aura moins de monde dessus. Ok. Donc, tu as acheté des appartements où il y a des impayés, par exemple? Exactement, où il y a des locataires qui payaient pas, ou des biens occupés, ou des biens encombrés, ou des biens qui ont des problèmes. Par exemple, un des derniers biens là, que j'ai acheté et revendu, c'était un appartement qui ressemblait à une maison mitoyenne, sur lequel la façade n'avait pas été terminée. Donc pour un on va dire monsieur tout le monde, c'est impressionnant, parce qu'on voit juste une isolation, mais on voit qu'il manque le ravalement, donc ça donne pas envie, c'est pas sexy. Ouais. Mais en tant que professionnel, on se dit, ok, c'est super, on va être que 2 marchands de biens sur le coup, donc oui, il y a moyen de l'avoir à un très bon prix, et c'était le cas. Ok. Une petite, si tu veux, une autre astuce qu'on peut donner aux gens, c'est que on se dit, quand on commence, tiens, je vais aller aux enchères, je vais prendre un avocat, je vais monter le plus possible pour avoir l'enchère, mais le moins possible pour faire le plus de marge possible, je serre les fesses et j'y vais. Alors que les enchères, c'est pas du tout ça. C'est hyper précis en réalité. Moi, quand je vais aux enchères, et les gens qui m'accompagnent, on a un prix déjà fixé à l'avance, qui est exactement le montant auquel il faut aller. C'est-à-dire le montant suffisamment haut pour passer devant tout le monde, et suffisamment bas pour faire la plus grosse plus-value. Mais si on dépasse ce prix-là de 1 000 euros, on n'y va pas. Donc le prix idéal, il est calculé à l'avance, précisément, et c'est tout sauf du hasard. Mais est-ce que, par exemple, si je te donne un exemple, tu as un bien, la mise à prix c'est 50 000, ouais. Toi tu es prêt à aller jusqu'à 100 000, il vaut 130 000. Ouais. Est-ce que quand il y a la mise à prix, tu vas aller par échelon je sais pas, c'est quoi, 2 000, 5 000? Est-ce que tu vas quand même, ou tu vas tout de suite annoncer la couleur en disant, je sais pas, 80 000 ou 80 000? Ah ouais, t'as raison. Alors, la particularité des enchères judiciaires, c'est que s'il y a un avocat à côté de toi, c'est lui qui lève la main, d'accord, qui enchérit pour toi. Ok? Et en fait, en général, il monte de 1000 en 1000. Je dis bien en général. Donc, ce qui fait que c'est pas toi qui décides. En gros, tu lui dis jusqu'où tu veux monter, d'accord? T'es même pas obligé de lui dire précisément jusqu'à combien tu vas aller, mais à peu près jusqu'où tu veux monter. Et lui, il va être en compétition avec d'autres avocats qui vont lever la main. Et de 1000 en 1000, ils vont lever la main jusqu'au montant que t'auras défini. Ok. Et il y a plusieurs biens le même jour quand tu y vas? Ouais, exactement. Et en général, donc on se prépare sur plusieurs biens et on espère avoir un des biens qu'on a sélectionné. Donc on met des prix idéaux.
Mais en général, tous les biens que j'ai achetés, je savais pas avant de rentrer lequel j'allais acheter. C'est-à-dire qu'il y a souvent des surprises. Des surprises en bien ou en moins bien. Durant l'audience, on s'y adapte et c'est comme ça qu'on fait des belles affaires. Mais en étant, je m'insiste là-dessus, bien préparé. En connaissant bien les règles écrites et les règles non écrites. Parce qu'il y a des règles aux enchères qui ne sont pas écrites. Des règles de marchand de biens. Et c'est tout ça, c'est cette connaissance-là, qui fait qu'il y a des gens qui peuvent passer 10 ans de leur vie à aller tous les mois aux enchères, ne jamais rien gagner, et des gens qui sont bien formés, et qui dès la première enchère, c'est le cas d'une personne que j'accompagne, hein, qui dès la première enchère, était bien préparée, avec qui on a défini un prix max, et qui a fait, donc là, en ce moment, une plus-value latente de 100 000 euros. Ouais, c'est ça, il faut... Ok. Même la première fois, tu peux tout de suite être formé, enfin bien formé et savoir ce que tu fais. Exactement. Et j'ai envie de faire le parallèle avec le poker, tu sais. Les gens qui jouent au poker en amateur, ils comptent sur leurs cartes pour gagner, d'accord ? Mais les joueurs de poker professionnels, ils comptent pas sur leurs cartes, ils s'en fichent. Pour eux, c'est une histoire de statistiques, c'est une histoire de chance de gagner ou pas, chaque main, et c'est pas du tout une histoire de hasard. Et les enchères, c'est pareil, c'est tout sauf du hasard. D'accord. Et par rapport au financement des biens que tu achètes aux enchères, ouais. Il faut comment ça se passe? Il faut alors le mieux c'est d'avoir les fonds, je suppose, pour que quoi qu'il arrive tu puisses acheter. Sinon t'as le temps de le faire financer par une banque? Ah moi les 2 premiers biens, je les ai fait financer par des banques. Ouais, tout à fait. Après il faut s'y préparer parce que tu as 2 mois pour payer. Tu as 60 jours pour payer le bien. OK, t'as 2 mois. Donc il faut vraiment s'y prendre en amont, hein, pas à se dire ok c'est bon, je suis locataire et je vais tranquillement aller voir les banques avec mon petit jugement sous le bras. Il faut s'y préparer parce qu'on sait que le délai est court, surtout en ce moment, Mais il est possible, de se faire financer par la banque, il y a pas de problème. Et moi donc j'ai commencé comme ça en particulier à acheter aux enchères. Et une fois que j'ai acheté de biens, après je suis passé professionnel, donc j'ai pu acheter en marchand de biens. Okay. Et t'as parlé des marchands de biens qui ont des spécialités. Ouais. On a vu avec toi les enchères, les agrandissements. Ouais. Qu'est-ce qui existe d'autre? Les divisions, les surélévations? Alors je peux te donner, moi j'ai des amis qui sont par exemple, ils ont des entreprises de rénovation et eux ils font uniquement leur argent uniquement en rachetant des biens à rénover parce qu'ils font travailler leur entreprise. Donc ils ont, pour eux c'est à prix coûtant, donc ils font de la marge là-dessus. Il y a d'autres marchands de biens, ils font que de la division parcellaire. D'autres qui font que de la surélévation, par exemple. Ils cherchent ce qu'on appelle les dents creuses, c'est-à-dire des immeubles qui sont un peu plus bas que les autres dans les villes. Donc en voyant qu'il y a un potentiel de surélévation, et il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Il y a d'autres marchands de biens, par exemple j'en connais dans le sud, ils vont acheter des T4 avec vue mer, et ils vont enlever une chambre ou deux. Et ils vont en faire des appartements luxe, de grands appartements luxe avec une seule chambre, ou deux, qui vont vraiment s'adresser à une clientèle spécifique, notamment d'étrangers, qui seront prêts à payer plus cher pour avoir des belles prestations. Ouais, c'est vrai que parfois on peut gagner de l'argent en rajoutant des chambres, mais aussi on peut en gagner en enlevant. Exactement. Du profil du vendeur. Ouais. Ok. Et du coup maintenant, à part l'immobilier, tu m'as dit que tu rachetais des sociétés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Depuis quand est-ce que tu fais ça? Et puis, sur quel secteur d'activité c'est de t'orienter? Alors, je reste dans la partie, on va dire, immobilière, mais aujourd'hui, donc, j'ai de l'immobilier, on va dire, locatif. Je fais de l'achat-revente et je me diversifie donc pour, on va dire, sécuriser mon patrimoine. Là, avec un associé, on est en train de créer une société qui va être une société de conciergerie, d'accord, Airbnb, qui va justement permettre de gérer les immeubles qu'on est en train d'acheter. On est en train d'acheter 2 immeubles, chacun de 6 lots, et de pouvoir l'étendre au public. Et demain, je vais aller négocier une autre société dont je peux pas parler maintenant, mais qui est en rapport également avec l'immobilier, pour vraiment créer comme ça un environnement autour de nos investissements, mais qui me permettent d'avoir des revenus autres que ceux directs de l'immobilier. On reste dans le même thème, hein, bien sûr, mais au moins on est moins dépendant d'un changement de législation, ce qui peut arriver, hein, que ce soit en LMNP ou en SCI. On n'est pas à l'abri qu'un gouvernement nous dise on va changer les règles. Mais également, là, je commence à investir tout doucement dans d'autres pays. Le fait d'avoir été en Thaïlande,
de connaître des gens très très bien, notamment Fred. On est en train de, là, ce jeudi, c'est tout frais, on va commencer à faire financer une première opération d'achat-revente en Thaïlande. Et il y a quelques semaines, j'ai passé un peu de temps dans un pays de l'Est pour également diversifier et commencer à investir dans d'autres pays. Tout ça dans une idée de à la fois sécuriser son patrimoine, donc en allant cherchant ailleurs, d'accord, mais en même temps en allant chercher de la rentabilité, parce qu'il y a parfois des conditions fiscales plus intéressantes dans d'autres pays. Donc, mais c'est toujours une, on va dire, graduation de la difficulté. Il faut bien maîtriser le marché français avant d'aller dans des pays étrangers et adapter ses connaissances, on va dire, à d'autres pays. Moi, je conseille pas du tout aux débutants d'aller commencer à investir dans des pays qu'ils connaissent pas, parce que c'est la meilleure façon de se planter. Bien sûr. C'est plutôt un deuxième ou troisième temps de faire ouais. Ça. D'ailleurs, on va à Budapest là avec certains auditeurs, parce que j'avais eu sur le podcast quelqu'un qui est spécialisé dans les investissements en Hongrie. Donc on va aller voir avec lui le marché, mais forcément c'est pour les investisseurs qui ont déjà du patrimoine en France, et puis on va voir ensemble ce qu'il est possible de faire sur place. Ouais, très bien, très très bien. Et ok, très intéressant. La dernière partie que je voulais voir avec toi, c'était sur un peu la tendance du marché. Oui. Quel est ton avis là-dessus? Donc, il y a des choses qui sont temporaires, il y a des choses qui vont un peu plus durer, je pense. Ouais. Pour moi, ce qui est temporaire, c'est les taux d'usure. Là, tout le monde parle de ça. À mon avis, ça va être un faux problème, parce que ça va être vite réglé. Dans le sens où, mais par contre, ce qui est une vraie histoire de fond, c'est déjà les taux qui ont augmenté. Ouais, tout à fait. Puis après, je pense qu'il y a une grosse tendance là, pour en revenir du salon de l'immobilier, sur tout ce qui concerne les logements qui sont liés à l'écologie. J'ai l'impression que ça va être un peu un gros thème, quoi, aussi. Est-ce que tu veux nous parler de ça, d'autres choses? Comment tu vois, par exemple, cette histoire des taux d'intérêt? Est-ce que justement, en tant que autant une hausse des taux quand tu es investisseur locatif, bon, c'est pas super agréable, mais tu peux t'y faire. Quand tu es marchand de biens, est-ce que par exemple tu te freinerais en ce moment, vu que tu vois, si tu achetais et tu revendais pour des gens, par exemple tu vas acheter une maison, tu vas l'optimiser pour la revendre plus cher, et tu sais que ton client cible, ça va être peut-être un jeune couple. Ouais. Est-ce qu'en ce moment tu irais quand même sur ce type d'opération, en sachant que plus les taux ils montent, moins les gens ils ont de pouvoir d'achat? Ouais, complètement. Non, c'est une vraie question. Alors moi, je le dis là aux gens qui nous écoutent, on est en train de changer d'époque. Vraiment. Là, l'immobilier, il est en train de se modifier complètement, le marché, et il faut s'y adapter. Il y a 2 ans encore, j'achetais de l'immobilier sans apport. D'accord, il y a 2 ans, sans apport, 110%, des taux très très bas, avec du différé de remboursement, vraiment des super conditions. Je les mettais en LMNP ou en SCI, et je faisais un cash flow positif. Génial. Ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même marché. Les gens qui vous disent faites de l'immobilier locatif, vous allez gagner votre liberté financière dans les 6 prochains mois, ce n'est plus le cas. C'est pas vrai, il faut pas aller là-dedans. Je vous le dis clairement, n'allez plus là-dedans. Aujourd'hui, pour faire du cash flow, il faut aller sur des méthodes plus pointues. Par exemple, la location courte durée, la colocation, la sous-location parfois. Mais en tout cas, on peut plus se contenter d'acheter, parce que le marché, il y a quand même beaucoup d'investisseurs maintenant, il y a moins d'occasions, et surtout les conditions bancaires ont complètement changé. On parle du taux d'usure, mais c'est pas tout. En réalité, le taux d'usure, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, là où avant on investissait sur 20 ou 25 ans, aujourd'hui les banques proposent des durées de 15 à 20 ans. Donc elles les ont raccourcies. Ça veut dire des échéances mensuelles plus hautes, donc moins de cash flow. Également le différé, les banques rechignent à donner du différé. Les banques demandent également plus d'apports. Avant on obtenait du 110%, donc on mettait pas d'apport. Aujourd'hui 10% c'est le minimum, et certaines banques demandent 15 ou 20%. Donc ce n'est plus du tout la même situation. Le locatif, pour devenir libre financièrement, à moins de faire la location courte durée ou la colocation, très rentable, n'y allez pas. Aujourd'hui, moi je conseille vraiment, pour les gens qui débuteraient l'investissement, de commencer par l'achat-revente. Ce qui était moins intéressant il y a 2 ans.
Pourquoi ? Parce que à cause de ces taux d'usure, il y a beaucoup de biens qui commencent à être bloqués sur le marché, qui ne se vendent plus, notamment les biens qui sont moins liquides. Et là, on commence à avoir des belles opérations à faire en achat-revente. Pareil, les circuits de financement, ils changent. Les banques classiques, autant elles prêtent plus, mais les banques marchandes de biens, elles continuent à prêter, il n'y a pas de problème, c'est leur business. Et également, aujourd'hui, on voit des systèmes de financement participatif, comme le crowdfunding, qui permettent, même quand on est opérateur, de trouver des financements privés, que ce soit auprès de plateformes ou directement auprès de gens qui aujourd'hui ont de l'argent et ont besoin de le placer. Donc si vous débutez l'investissement, vraiment en ce moment, l'achat-revente me paraît beaucoup plus indiqué. Beaucoup plus indiqué. Et pour revenir sur le point, la question que je t'avais posée, est-ce que toi t'irais donc sur des achats-reventes même en ce moment ? J'irais même surtout en ce moment. J'irais me former à des techniques particulières, division foncière, enchères judiciaires, rénovation, même si c'est pas là qu'on gagne le plus, à moins d'avoir une entreprise de rénovation. Mais tout ce qui est agrandissement, division, il y a des marchands de biens, par exemple, ils gagnent uniquement en changeant de destination. Ça veut dire quoi ? Ils trouvent des garages dans des villes assez chères et ils changent la destination. Ça veut dire que ils passent de garage ou commerce à habitation. Et ils transforment le garage ou le commerce en habitation. Et ils font des belles plus-values, par exemple. On a parlé de surélévation. Donc, vous voyez, c'est prendre des niches comme ça de marchands de biens, des techniques spécifiques, de bien se former et après d'y aller et au niveau du financement, d'aller trouver des privés, des plateformes ou des gens comme moi, venir me voir parfois, pour investir dans ce genre d'opération. C'est ça, en fait, ce qu'il faut, c'est faire des achats-reventes en vraiment avec un avantage sur le papier. Enfin, quand tu rentres, tu sais déjà qu'il y a beaucoup de marge, quoi. Si tout fonctionne comme tu as prévu, il y a beaucoup de marge. Il faut plus espérer voilà, comme tu disais, peut-être la réno, c'est que si tu as une boîte de rénovation, plus espérer juste à acheter, attendre un petit peu et revendre, ou bien acheter, faire la bonne affaire à l'achat et puis revendre tout de suite quasiment. Ouais. Faut vraiment être actif et voir tout de suite Exactement. Et la particularité du marché en ce moment, c'est que il est très changeant. On n'a aucune idée de où seront les prix d'ici une année ou deux. Donc, là où il faut faire attention, c'est qu'il faut bien faire des opérations qui soient courtes. Si on vous propose une grange à diviser en 6 appartements, que ça va durer 2 ans et demi, ou 2 ans, n'y allez pas. Parce que le marché, on le connaît pas dans 2 ans. Par contre, allez plutôt sur des opérations assez rapides. Idéalement, peu ou pas de travaux, même si la marge est moins grande, mais si vous pouvez faire l'opération en 6-8 mois, c'est nickel. C'est parfait. Ok, top. Ouais, c'est sûr que... Voilà, et puis on en revient un peu, je pense, à ces histoires d'écologie. Ça, à mon avis, c'est lié comme tu disais, dans 2 ans, on ne sait pas. Ça se trouve, tout le monde va vouloir est-ce que les prix de l'énergie vont encore monter ou pas. Et tout le monde voudra peut-être des biens avec certaines spécificités écologiques que tu peux pas tout de suite prévoir aujourd'hui, quoi. Ouais, alors on peut aller plus loin que ça. Effectivement, il y a le côté prix de l'énergie qui influe bien sûr sur les achats, mais également les normes en locatif qui font que tous les logements qui ont un DPE de F ou G seront bientôt plus louables. Donc ça veut dire que pour les propriétaires qui sont dans ce cas-là, ils doivent commencer à changer les systèmes de chauffage, changer les fenêtres, etc. Mais ça veut dire pour les investisseurs bientôt de futures très bonnes affaires. Parce que les gens qui arriveront en 2025 et des appartements qui sont pas louables, ils devront s'en débarrasser. Donc pour les gens qui pourront les acheter, il y aura des belles affaires à faire. Ok, top. Eh ben, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, c'était tu vois, ça passe vite, hein. Quand on a beaucoup raconté, ça passe vite. Ouais. Et ouais. Si on veut te retrouver, Instagram. Ouais, Instagram, vous tapez David Combe, entre le David et Combe, deux barres du bas, et vous me trouvez. J'ai une petite chaîne YouTube, mais surtout sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais peut-être te poser une petite j'ai des petites questions, mais c'est vrai que là, vu que l'épisode a duré un peu plus longtemps, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Est-ce que ça devient comme ça ? Normalement, je préviens les invités à l'avance des questions de la fin. Non, c'est bien, c'est un super conseil, ça. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, qu'est-ce que ça peut être ? Effectivement, comme ça, ou le meilleur conseil que moi je pourrais donner. Vas-y.
parce qu'on me l'a pas donné, mais je m'en suis aperçu, c'est ne cherchez pas les méthodes révolutionnaires, la dernière méthode à la mode, mais cherchez plutôt une méthode qui a fait ses preuves. Vous vous y formez et vous déroulez. Mais cherchez pas la dernière mode du dernier NFT ou du dernier crypto ou des derniers trucs à la mode en immobilier. Il faut faire de la sous-location, je sais pas quoi. Non, en fait, un truc traditionnel qui a fait ses preuves. Vous devenez bon là-dedans et vous êtes sûr de gagner de l'argent. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Ouais, bah c'est un très bon conseil. Ouais. Ça va un peu avec ne pas essayer de faire juste un coup, mais essayer plutôt de faire un truc de quelque chose qui est réplicable, et c'est comme ça que. Exactement. Éviter d'être en 2019 faire du dropshipping, en 2020 faire de l'investissement locatif, en 2021 faire des cryptos, en 2022 faire de l'achat-revente. Non, en fait, une méthode. Vous le faites bien, vous le faites à fond. Vous allez y passer des mois, s'il faut des années, mais là vous allez devenir très bon et gagner de l'argent, c'est sûr. Bah top. Bah écoute, David, ça m'a fait super plaisir. On se connaissait pas bien avant cet épisode, mais maintenant je comprends mieux pourquoi on m'a recommandé. On t'a recommandé comme invité, et puis pourquoi ça a été validé. Bah merci merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de soirée, et puis à très bientôt. Toi bientôt. également. À une prochaine. Allez, à bientôt, Zibo. Au revoir. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura enrichi autant qu'il a pu m'enrichir moi. Comme toujours, pensez à liker, commenter, partager. Vous prenez une petite photo de vous à l'endroit où vous êtes, enfin de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes sur la plage, au bureau, dans le métro, vous la partagez, vous me taguez en story, je vous repartagerai. Voilà, j'espère que ce sera un épisode qui vous aura vraiment convaincu d'accélérer à 2000 à l'heure. La semaine prochaine, je pense qu'on va faire l'épisode Investir au Canada avec une investisseuse chevronnée. À très bientôt et bonne semaine. Bye bye.